Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Des dizaines de tonnes de couvertures et de produits alimentaires pour répondre à un SOS émouvant qui a fait réagir la toile et les bénévoles. Un cri de détresse lancé par un jeune garçon du village d'Eit Abbas, près d'Azelal, frappé par la vague de froid. Un enfant de 3 ans réaté, assassiné par un homme connu pour son passé violent dans la province de Rachidia. Un crime sordide qui soulève une interrogation. La société est-elle plus violente? Salim Abnabou répondra à cette question dans sa chronique. Un regard sur la société. Plusieurs ONG haussent le ton face à la faiblesse de la part des femmes dans les nominations aux hautes fonctions approuvées en Conseil du gouvernement. Nous essayerons d'expliquer ces distorsions au détriment des femmes. Mesurer la situation de la pandémie chez les moins de 18 ans, c'est l'objectif de la campagne de dépistage lancée dans les écoles. Elle vient de s'achever aujourd'hui. Elle a concerné 30 000 élèves dans 6 régions. Mais avant de développer ces titres, cette victoire, le Maroc s'est imposé face au Togo par 1-0 pour le compte du championnat d'Afrique des Nations de football qui se tient actuellement au Cameroun. Un but signé Yahya Jebran à la 27e minute sur penalty. Je vous le disais, son cri de détresse a ému la toile. Un jeune garçon du village d'Eit Abbas, près d'Azelal, frappé par la vague de froid, a lancé un SOS émouvant qui a fait réagir les bénévoles. Des dizaines de tonnes de couvertures, produits alimentaires, vêtements chauds et chaussures ont été envoyés par des associations. Le reportage sur place de Lhassan Houban sur un récit de Oussama Al-Bqali. Cet appel de détresse lancé il y a près d'une semaine depuis les cimes enneigées de Tamernout, relevant d'Eit Abbas dans la province d'Azelal, a suscité beaucoup d'émotions et d'empathie chez de nombreux Marocains. Abdeslam se souvient de cette nuit particulièrement glaciale. Il n'a pas cessé de neiger cette nuit-là. Personne ne m'a vu en train de filmer cette vidéo. Sincèrement, je ne savais pas si mon appel parviendrait à qui que ce soit, mais il a fini par atteindre les gens. C'est après une longue ascension que Dezem atteint le village de Tamernout, où se trouve non seulement la maison d'Abdeslam, mais également celle de nombreux autres enfants, dont le rêve en hiver se limite à être à l'abri du froid. Plus bas, les plus jeunes accueillent l'arrivée des dons d'une association qui a entendu l'appel d'Abdeslam, quelques denrées et quelques vêtements pour tenir l'hiver. C'est vrai qu'il y a des difficultés, des défis à relever dans le développement social, dans les infrastructures, mais il ne faut pas oublier les efforts fournis. Nous demandons juste à ce que les autorités s'intéressent plus aux zones rurales. À plus de 1650 mètres d'altitude, Tamernout est un village où l'hiver est glacial et les conditions de vie difficiles. Des conditions qui ne pourraient être adoucies que par une forte volonté collective. Il a créé un village là où il n'y avait rien, un village à Tahennaout, entièrement dédié aux enfants abandonnés âgés d'1 semaine à 8 ans. Dar Bouedar, c'est le projet de vie d'un Suisse installé au Maroc. Ce mécène offre aux enfants bénéficiaires tout un programme éducatif et ludique. Izzat Charqi et Mohamed Chima nous font découvrir ce lieu hors du commun qui est en pleine expansion. C'est une grande famille qui compte plus de 160 enfants. Une famille pas comme les autres, car Dar Bouedar est à l'origine un refuge pour enfants abandonnés. Créé il y a de cela 5 ans par un mécène suisse amoureux du Maroc, ce village est aujourd'hui en plein chantier. L'objectif, créer plus d'espace pour accueillir les futurs membres de cette belle communauté. Ça fait 5 ans que j'ai ouvert ce village et aujourd'hui j'ai dépassé les capacités d'enfants. Il faut reconstruire des maisons d'accueil. Et on a dit, non, on construit un deuxième village. Et d'ici 2 ans, on va construire 4 autres villages d'une capacité chaque. Ça sera 5 villages à 120 enfants. Nurserie, éducation, activités parascolaires et autres divertissements. Ces enfants, dont l'âge varie entre 3 jours et 8 ans, bénéficient d'un encadrement complet. Certains bénévoles de passage par la région viennent eux aussi apporter leur part d'attention et de tendresse à ces bambins. Hubert dit dans sa vidéo, venez, même si c'est pour faire juste des câlins, des bisous. C'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup pour les enfants et ça m'a beaucoup rassuré et c'est la raison pour laquelle je suis venu. Donc ici, je suis bénévole depuis 2 mois.
Donc principalement, je fais des activités avec les enfants, je m'amuse avec eux. On apprend à ces enfants-là beaucoup de choses, tout ce qui est motricité fine, tout ce qui est apprentissage. En plus de ça, on donne beaucoup d'amour. On les considère comme nos propres enfants. Le village d'Arbouedar accueillera à l'horizon 2023 plus de 600 filles et garçons et fait la promesse de continuer à leur offrir les conditions nécessaires à leur épanouissement, le tout saupoudré d'un zeste d'amour. À présent, ce crime sordide, un enfant à peine âgé de 3 ans, Akram, aurait été assassiné par un homme connu pour son passé violent à Qsr Tezgert, dans la province de Rachidia, où c'est la consternation. Les habitants sont toujours sous le choc, comme on va le voir dans ce reportage de Hassan Soukouri. Le récit est de Oussama Al-Bqali. Cris de colère, émoi et incompréhension sur le visage des plus jeunes. Les habitants de Qsr Tezgert sont encore sous le choc après la découverte macabre d'hier. Sorti dimanche matin pour jouer avec les autres enfants du village, Akram, 3 ans, s'est vu ôter la vie pas plus d'1 heure plus tard. Ses parents racontent la scène. Mon fils est sorti à 10 h et a été égorgé à 11 h. Son grand frère est venu en courant me demander de le sauver. Il est mort dans mes bras. Cette personne menaçait tous les habitants. Petits et grands étaient ses victimes. Il coupait la route à tout le monde. Toujours traumatisé par ce qu'il a pu voir hier, le grand frère d'Akram, à peine 8 ans, reste silencieux. Où sont les responsables, les hôpitaux, les ambulances? Les enfants ont peur d'aller à l'école. Le frère d'Akram a besoin d'un suivi psychologique. D'après beaucoup de gens du village, le suspect serait notoirement connu pour consommer des psychotropes. Il aurait déjà tenté d'égorger son père. La colère gronde dans ce village à proximité de Rachidia. Les habitants de Qsr Tezgert réclament justice. Un drame qui amène à poser cette question, la société est-elle plus violente? Si oui, est-ce lié à la crise sanitaire, au confinement? Pour en parler, Salima Benabou nous a rejoint sur le plateau pour sa chronique Un regard sur la société. Salima, bonsoir. Bonsoir Yassine, bonsoir à tous. Alors, est-ce qu'on peut répondre à cette question? La société est-elle plus violente? Est-ce qu'il y a un indicateur fiable? Alors déjà Yassine, le mot violence, c'est un mot qui ne fait pas consensus. Et c'est un mot dans lequel est inclus les coups, les blessures, les insultes, les viols et même l'homicide. Et puis, il y a plusieurs sources pour quantifier ces différents types de violences, celles qui émanent des associations et les sources officielles. Parmi les secondes, on peut citer celle du HCP. Selon son dernier rapport, la violence aurait baissé de 6 points en 10 ans. Ainsi, le nombre de victimes ayant subi au moins un acte de violence est passé de 63 à 57%. Autre chiffre, il émane de la présidence du ministère public. Au 30 septembre, vous le voyez, 16 590 affaires de violence faites aux femmes ont été enregistrées en pleine crise du Covid. C'est 3 000 de moins que l'an dernier au cours de la même période, donc au cours des 9 premiers mois de l'année. Enfin, Yassine, on parle naturellement de violences faites aux femmes, puisque 95% des agresseurs sont des hommes. Il n'y a donc pas eu, Salima, d'explosion de la violence en 2020, c'est même l'inverse. La réalité est beaucoup plus nuancée, Yassine, car ces chiffres, il faut les prendre avec des pincettes. Déjà, parce que très peu de victimes portent plainte, elles sont moins de 7% à engager des poursuites judiciaires et elles sont d'autant plus freinées cette année par les mesures restrictives. Bien que la façon d'enregistrer ces plaintes ait changé ces dernières années, grâce notamment à ces 132 cellules de la DGSN plus proches des victimes et beaucoup plus à l'écoute. Enfin, Yassine, il y a cet autre chiffre qui tranche complètement avec ceux évoqués précédemment. Il est livré par la FLDF, la Fédération des Ligues des droits des femmes, qui annonce une augmentation de 31,6% des violences basées sur le genre en cette période de crise sanitaire et tout particulièrement durant le premier confinement au printemps. Un chiffre similaire à celui enregistré à l'échelle mondiale qui est de 30% au cours de cette période de confinement. Et pour ne citer que ces pays, par exemple, la violence a augmenté de 30% à Chypre, 25% à Singapour, 30% en France, 33% en Argentine et enfin 30% en Tunisie. On est effectivement dans les taux annoncés par la Fédération des Ligues des droits des femmes au Maroc. Donc vous disiez plus de 30% des violences conjugales en France pendant le confinement, pays dans lequel, Salima, un dispositif a été mis en place au sein des pharmacies pour alerter les forces de l'ordre
ce dispositif a été mis en place au sein des pharmacies. Exactement, et c'est un système, Ihsen, qui a d'abord vu le jour en Espagne et puis en Belgique, et puis qui pourrait naturellement, pourquoi pas, après la France, arriver chez nous au Maroc. Dans l'hypothèse où une femme victime de violence est accompagnée de son mari, elle a la possibilité d'utiliser le code masque 19 afin que le pharmacien puisse donner l'alerte. Merci Salima pour ce décryptage. On va continuer à parler des femmes, mais cette fois de leur colère en matière d'absence de parité dans les hautes fonctions. Plusieurs ONG ont haussé le ton face à la faiblesse de la part des femmes dans ces nominations approuvées en Conseil du gouvernement depuis 2012. Le point avec Amina Benkhal. Très peu de femmes accèdent aux postes de décision. C'est le constat que fait l'ADFM. Chiffre à l'appui, l'Association démocratique des femmes du Maroc révèle que le principe de parité n'est toujours pas appliqué pour l'accès aux fonctions supérieures. Selon un récent rapport du ministère de l'Économie et des Finances, sur 1160 nominations approuvées par le Conseil de gouvernement, 137 seulement concernent des femmes, soit un taux de représentativité limité à 11,8%, ce qui contraste nettement avec l'esprit de la Constitution, mais également celui de l'article 4 de la loi organique 0212 relative à la nomination aux fonctions supérieures. Le texte cite parmi les critères à respecter la parité entre les hommes et les femmes en tant que principe dont l'État œuvre à la réalisation. Comment sortir de cette situation où les compétences féminines sont toujours mises à l'écart? Pour l'association, la réforme du statut de la fonction publique est un début de solution. L'Association démocratique des femmes du Maroc qui appelle à un amendement du statut de la fonction publique ainsi qu'une révision de la loi organique relative à la nomination aux fonctions supérieures. Pour en parler, Khadija Rbeh de l'ADFM est l'invitée de ce journal. Madame Rbeh, bonsoir. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ces distorsions au détriment des femmes? Pourquoi est-ce qu'elles sont aussi importantes? Et pourquoi on n'a toujours pas progressé dans le domaine de l'accès des femmes aux hautes fonctions? Ça fait plus que 20 ans qu'on est en train de parler qu'il y aurait une refonte totale de la fonction publique. On a attendu, après la réforme de la Constitution en 2011, une loi a apparu pour la nomination au poste de décision, surtout les hautes fonctions, mais 9 ans après la Constitution, on se trouve qu'on est dans un statu quo, 11,66% d'après un rapport gouvernemental. Alors, le gouvernement, qu'est-ce qu'il doit faire? Normalement, il doit saisir l'opportunité pour faire passer un message pour la parité et pour la mise en application de la Constitution. Mais on n'a pas saisi. Le 4 janvier, une loi vient d'être votée au niveau du Parlement. Cette loi n'a pas pu résoudre le problème de la parité au sein des fonctions publiques. On est toujours, le 11,66%, c'est un chiffre alarmant, mais le gouvernement n'a pas pu résoudre ces disparités et ce gap de genre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une volonté politique au niveau du gouvernement qui inscrit la question de la parité à l'ordre du jour au niveau des hautes fonctions publiques. Et il faut faire des amendements. On est devant des grandes administrations qui ne veulent pas appliquer la Constitution. Est-ce qu'on va se taire devant cette situation? Alors justement, est-ce que c'est une question de mentalité qui n'évolue pas ou est-ce qu'il va falloir passer à une vitesse supérieure en imposant par exemple des solutions juridiques, ce qui se fait déjà dans certains pays et même peut-être pourquoi pas des sanctions financières? Le problème, elle est au niveau de la loi. On est devant une loi, la loi organique relative à la nomination dans les autres hautes fonctions publiques, qui n'a pas mis en exergue, ça veut dire qu'il n'a pas fait apparaître la règle de la parité. Ça, c'est une problématique réellement au niveau de la loi et aussi au niveau de la mise en œuvre. On n'a pas une volonté politique. C'est pour cela qu'il faut mettre des sanctions par rapport à l'administration et aussi par rapport aux sociétés qui ne veulent pas la mise en application de la parité constitutionnelle. Khadija Rbeh, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Ouvrons à présent la page santé et arrêtons-nous comme tous les soirs sur les derniers chiffres du ministère concernant le Covid-19. Durant ces dernières 24 heures, 473 cas de contamination ont été enregistrés, un intervalle durant lequel 35 décès ont été annoncés. Pour ce qui est des guérisons, 761 rémissions ont été répertoriées à travers le royaume. Et le nombre de nouvelles infections et de cas actifs continue de baisser et régulièrement. Au cours de ces 7 derniers jours, 7139 cas de Covid ont été dépistés. C'est 23% de moins que la semaine précédente, durant laquelle plus de 9000 cas de Covid avaient été enregistrés. Mesurer la situation de la pandémie chez les moins de 18 ans et prévenir contre toute forme de variante du Covid-19 et leur propagation, c'est l'objectif de la campagne de dépistage lancée dans les écoles. Elle vient de s'achever. Elle a concerné 30 000 élèves dans 6 régions. Les détails dans ce reportage de Maryam Amellel, le récit et de Mamadou Diaye. Dans ce collège de la capitale, les cours en présentiel se déroulent dans le respect des mesures barrières. Ces élèves âgés de moins de 18 ans seraient plus susceptibles à la contamination au Covid-19 que leurs cadets de moins de 10 ans, d'où l'intérêt de la vaste campagne de dépistage initiée par les autorités sanitaires. Nous avons réalisé 30 000 tests de dépistage auprès des élèves, dont 4 000 ici dans la région de Rabah Salek et Nitra. Pour ce qui est de la préfecture Srerat Tmara, 1215 tests ont été effectués pour détecter éventuellement un nouveau variant du Covid-19. Cette campagne de dépistage visait à déterminer la présence ou non du coronavirus sous une nouvelle forme. À ce jour, aucune nouvelle variante n'a été détectée dans le royaume. La particularité de la première souche du coronavirus est qu'elle touchait les personnes âgées. C'était la caractéristique du génome de l'ancienne souche. La campagne de dépistage s'est déroulée dans 6 régions du royaume, une campagne qui permet de déterminer la situation de la pandémie chez les moins de 18 ans et de barrer la route à toute forme de nouvelle propagation. L'Organisation mondiale de la santé hausse le ton sur la gestion des vaccins contre le Covid-19. L'OMS dénonce l'égoïsme des pays riches qui accaparent les vaccins. 39 millions de doses administrées dans 49 pays riches, seulement 25 dans un des pays les plus pauvres. Les détails avec Mamadou Diaye. C'est un message qui semble inaudible, celui faisant appel à une solidarité vaccinale, une expression de l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur général de l'organisation pousse le bouchon encore plus loin et parle d'un échec moral. Je dois être franc, le monde est au bord d'un échec moral catastrophique et le prix de cet échec sera payé par les vies et les moyens de subsistance dans les pays les plus pauvres du monde. À ce jour, 39 millions de doses de vaccins contre le coronavirus ont déjà été administrées dans près de 50 pays dans le monde. Pour répondre à l'appel de solidarité, le Mexique accepte une réduction de ses commandes de doses de vaccins. Nous avons convenu que l'ONU mette aussi ces vaccins à la disposition des pays les plus pauvres. L'OMS, qui est à son tour pointé du doigt par le comité d'experts indépendants dépêché en Chine, cela face aux hésitations à déclarer l'urgence sanitaire internationale. L'OMS et Pékin auraient pu agir plus vite, soulignent ces experts dans le rapport. C'est en pleine transition entre l'administration de Donald Trump et Joe Biden qu'il s'apprête à quitter son poste. Intervenant lors d'un point de presse organisé à la veille de son mandat au Maroc, l'ambassadeur américain David Fisher a remercié Sa Majesté le Roi pour les bases qu'il a jetées pour guider l'amitié américano-marocaine vers un partenariat toujours plus étroit. L'avenir du partenariat américano-marocain est aujourd'hui plus fort que jamais et ne peut que se renforcer davantage, s'est réjoui l'ambassadeur, soulignant que les relations entre les deux pays seront entre de bonnes mains.
Restez avec nous, à suivre en deuxième partie de ce journal. Les télécrochets, les concours de chant télévisés existent aujourd'hui partout à travers le monde. Mirage ou véritable tremplin? Pour en parler, on reçoit ce soir Athmane Boulboul qui avait participé à l'émission The Voice au Liban. Il a mis entre parenthèses sa carrière dans le marketing pour réaliser son rêve, celui de devenir chanteur. On découvrira aussi le nouveau single intitulé L'Mleh de l'artiste amazir Lhassan Anir, un titre à travers lequel il voudrait faire passer un message de tolérance entre toutes les religions, notamment entre Marocains musulmans et Juifs. Mais avant cela, faisons un petit détour avec cette belle escapade. Après des années de sécheresse, les dernières précipitations font revivre l'un des plus beaux paysages au contrefort du Haut-Atlas. Il s'agit des cascades d'Imouzer et d'Aoutanen qui attirent de nouveau les touristes marocains et étrangers malgré le contexte de crise sanitaire. Ce sont des images de Rafik Agomad commentées par Amina Mkhal. L'eau coule à flot à Imouzer et d'Aoutanen, un paysage à couper le souffle qui se faisait rare ces dernières années à cause de la sécheresse. Mais avec les pluies diluviennes de cet hiver, ces cascades jaillissent à nouveau. C'est un très bel endroit tout près d'Agadir en plus, qui est un avantage. C'est la première fois qu'on voit autant d'eau. Depuis combien? Chaque fois qu'on venait, il n'y avait pas d'eau. Et là, c'est super. Une aubaine pour les professionnels du tourisme et de la restauration, ravis de reprendre leur activité. Nous n'avons pas vu autant de touristes depuis 2003. Cela fait environ 15 jours que nous assistons à l'arrivée de visiteurs marocains et étrangers. Imouzer et ses cascades respirent enfin grâce aux dernières pluies. Malgré le contexte de crise sanitaire mondiale, les touristes marocains et étrangers sont venus profiter des piscines naturelles au pied des cascades, mais également du charme des villages avoisinants. Nous ouvrons la page culturelle. De nombreux télécrochets, des concours de chant télévisés existent aujourd'hui partout à travers le monde. Depuis les années 2000, ils ont permis l'émergence de nombreux artistes. Les télécrochets Mirage ou véritable tremplin, si les avis divergent sur la question. Ce que l'on sait, c'est que le plus difficile, c'est de durer. Pour en parler, on reçoit ce soir Athmane Boulboul, un jeune artiste qui a participé à l'émission The Voice au Liban. Il a depuis sorti plusieurs singles. Sa dernière chanson s'appelle Kinti l'amour. Et Athmane Boulboul est l'invité salon de ce journal. Athmane Boulboul, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir et c'est un honneur d'être parmi vous ce soir. Le plaisir est partagé. Alors, est-ce que les télécrochets sont-ils aujourd'hui devenus un passage obligé pour les chanteurs qui veulent percer? Est-ce que c'est vraiment un accélérateur de carrière, un tremplin? Exactement. Bon, effectivement, c'est un tremplin, c'est un boost. Et je dirais que c'est une chose qui vous laisse brûler quelques petites étapes en disant par exemple vous pouvez faire carrière au Maroc, mais à travers ce type d'émission vous pouvez raccourcir ce temps en 2-3 ans. Mais l'important serait de continuer, de persévérer, de rester là présent parmi les artistes dans le domaine. Et personnellement, j'ai vécu cette expérience. C'était une très belle expérience. Au-delà de la scène, ça offre aussi du coaching, des choses peut-être qui sont... Exact, oui. J'ai appris comment se tenir sur scène, comment parler dans des interviews, comment se tenir avec le public. Bon, c'est comme une école, plus ou moins. Et on a beaucoup appris et ça nous a permis de se faire connaître, non seulement à l'échelle nationale, mais dans les pays arabes. On nous a vus en Europe, on nous a vus partout un peu. C'était très bien, alhamdoulilah, c'était très bien. Alors, selon vous, qu'est-ce qui nous manque cruellement pour pouvoir justement aider ces jeunes artistes à se lancer d'abord pour enfin et ensuite se faire connaître? Est-ce que, par exemple, ça a été difficile de produire votre dernière chanson, Kinti l'amour? Kinti l'amour, comme plusieurs productions que j'ai faites, c'est, comme vous savez, un autofinancement. Donc, de nos jours, les artistes marocains
bon, je ne dirais pas tous les artistes marocains, mais la les plupart, jeunes artistes. Les jeunes, voilà, pardon. Donc, ils autofinancent leurs produits, leurs clips, bon, c'est eux qui font tout, malheureusement. On a un petit manque de producteurs au Maroc, mais on essaie le maximum de trouver, l'équipe et moi, comme plusieurs artistes, des sponsors. On essaie de trouver de l'aide à gauche et à droite. Malheureusement, c'est un petit cercle vicieux. Les sponsors aiment beaucoup aider les artistes qui sont déjà de renommée, pas les artistes qui commencent, malheureusement. Mais ces artistes, ils en ont le plus besoin. Donc, on essaie de faire de notre mieux pour rester présent et pour sortir un produit qui est dans le niveau. Alors, Atmen, vous êtes le fils d'Abdelali Boulboul, l'un des symboles de la musique populaire marocaine. Vous avez sans doute beaucoup appris aux côtés de votre père, mais est-ce que ce n'est pas aussi une étiquette qui peut coller à la peau? Est-ce que c'est difficile de s'en détacher et de faire ses preuves? Je ne pourrais jamais me détacher de cette étiquette. J'ai été très chanceux d'être le fils de Boulboul. Donc, depuis mon jeune âge, j'ai grandi avec lui, j'ai appris de lui, il m'a transmis ça dans les chromosomes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis aujourd'hui, je prie Dieu qu'il soit content de moi dans l'endroit là où il est. Et au contraire, c'est un truc, c'est une chose qui me rend fier et qui me rend très très honoré. Voilà, donc c'est beau, voilà, c'est beau d'être le fils d'un artiste et c'est beau d'aller dans des endroits où on vous dit « Ah, vous êtes le fils de Boulboul ». Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, le nom de Boulboul, il a dépassé les frontières marocaines. Aujourd'hui, alhamdoulilah, les gens ils connaissent Boulboul en Algérie, en Tunisie, en Libye, au Liban, en Égypte, en Europe, alhamdoulilah. Donc, on essaie de booster, d'amplifier le nom. Et j'espère qu'on vous souhaite une aussi belle carrière que celle de votre papa. Merci beaucoup, Hassan, c'est un plaisir. Alors, on va parler d'un autre artiste, il est Amazir. Lahsen Anir vient de lancer son nouveau single intitulé Le Mellah, qui traite de coexistence et de vivre ensemble, un titre à travers lequel il voudrait faire passer un message de tolérance entre toutes les religions, notamment entre Marocains musulmans et Juifs. L'artiste estime que le dialogue entre les civilisations est basé sur le partage. Reportage à Agadir de Rachid Latfi, le récit est de Sabti Haris. Lahsen Anir est une figure populaire de la nouvelle scène musicale Amazir. Nous l'avons rencontré en plein enregistrement de son dernier single, El Mellah. Il y chante la tolérance entre les religions et notamment la coexistence entre musulmans et juifs marocains enracinés dans l'histoire du royaume. Aujourd'hui, je suis fier parce que cette chanson a été très bien accueillie. Les gens l'ont appréciée parce qu'elle appelle à la tolérance et à la coexistence avec la communauté juive marocaine, dont la présence remonte aux racines du Maroc. Pour Lahsen Anir, l'art exprime le langage de l'âme et ne connaît pas de frontières. Pour l'arrangement de ce nouveau single, il a fait appel à un artiste violoniste. La chanson Le Mellah est très belle. Elle se caractérise par un arrangement moderne avec des instruments peu utilisés dans la musique amazir, comme le violon et le clavier. Lahsen Anir met un point d'honneur à toujours innover dans la chanson amazir pour contribuer à lui donner une renommée mondiale. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Des dizaines de tonnes de couvertures et de produits alimentaires pour répondre à un SOS émouvant qui a fait réagir la toile et les bénévoles. Un cri de détresse lancé par un jeune garçon du village d'Eit Abbas près d'Azelal, frappé par la vague de froid. Un enfant de 3 ans aurait été assassiné par un homme connu pour son passé violent dans la province de Rachidia. Un crime sordide qui soulève une interrogation. La société est-elle plus violente? Salima Blabou a répondu à cette question dans sa chronique Un regard sur la société. Plusieurs ONG haussent le ton face à la faiblesse de la part des femmes dans les nominations aux hautes fonctions approuvées en conseil de gouvernement. Comment expliquer ces distorsions au détriment des femmes? Khadija Rbah de l'ADFM était l'invitée de ce journal.
Mesurer la situation de la pandémie chez les moins de 18 ans, c'est l'objectif de la campagne de dépistage lancée dans les écoles. Elle vient de s'achever aujourd'hui. Elle a concerné 30 000 élèves dans 6 régions. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hussein Ouzig. Juste après, ne manquez pas votre émission 2M Mag avec Monsef Serhi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. Excellente soirée à tous.